Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui, selon moi et à connaître, elle m'avait été suggérée, je crois, l'année dernière par 2 abonnés sur Instagram. Et ça tombe bien, puisque j'ai vu le film qui est tiré de cette histoire, en tout cas une partie de cette histoire a été adaptée au cinéma avec la grandiose Katie Bates. Je crois que c'est une actrice qui est très très appréciée, surtout par ceux qui regardent American Horror Story. Et pour en revenir à l'affaire d'aujourd'hui, elle est pleine de rebondissements. Et en parlant de rebondissements, on en est où avec l'affaire Jubilard ? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon sponsor du jour qui me fait confiance pour la 3e fois, Nextory. Nextory, c'est une application de lecture en streaming. C'est la seule application en France qui propose tous les formats de lecture. Sur la base d'un abonnement mensuel, vous avez accès en illimité à des milliers d'e-books, de BD, de séries exclusives et de journaux, ainsi qu'à 15 heures de temps d'écoute mensuelle, soit environ 2 livres audio. Pour ma part, je suis conquise par le principe de la bibliothèque virtuelle depuis que j'ai découvert Nextory, et on a énormément de choix. 250 000 titres dans tous les genres. Drame, thriller, comédie, quels que soient vos goûts, vous y trouverez votre compte. Pour en revenir à l'affaire Jubilard, vous pouvez retrouver sur Nextory depuis le 17 mars Le mystère Jubilard. C'est un livre qui traite de cette affaire et qui est écrit par le journaliste Ronan Folgoas. J'ai eu l'occasion de le lire en avant-première et j'ai beaucoup aimé. L'e-book se lit très facilement et on est plongé dedans dès les premières pages. Je peux vous dire que cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle. Mais ce qui est surtout prenant, je trouve, c'est l'aspect journalistique, puisqu'on est plongé dans les rouages d'une enquête journalistique très pointue. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Jubilard ou découvrir d'autres lectures tout aussi captivantes, Nextory propose une offre imbattable en ce moment. 45 jours offerts avant de vous décider. Vous testez, si ça vous plaît, vous vous abonnez. Et c'est sans engagement, comme d'habitude. Je vous mets tout dans la description, le lien, l'offre, et puis n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Compte tenu de ce qui s'est passé avec les véhicules de patrouille, on a fait en sorte qu'ils ne puissent plus toucher aux voitures. Avait-il le droit d'avoir une arme en tant que gardien de prison? Les armes, ce n'était pas le problème, mais je ne crois pas qu'il les gardait en prison. L'histoire d'aujourd'hui se déroule aux États-Unis en 1996, plus précisément dans la ville d'Atlanta en Géorgie. Cette année, Atlanta a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques d'été au Parc du Centenaire dans le centre-ville. Cet événement est censé se tenir du 19 juillet au 4 août. 83 000 spectateurs sont attendus. Il y aura des chanteurs, des musiciens. Mohamed Ali sera même présent pour remettre le flambeau. Les JO démarrent le 19 juillet. 10 000 volontaires sont présents pour encadrer l'événement. Il y a également des agents de police et des agents de sécurité pour veiller au maintien de l'ordre. Tout se passe comme prévu. La foule est au rendez-vous, l'ambiance est familiale et chaque soir, un groupe de musique se produit. Dans la soirée du 26 juillet, c'est le groupe américain Jack Mek and the Heart Attack qui est sur scène. Des dizaines de milliers de personnes sont sur place. Bonne ambiance. Mais un peu avant minuit 50, un agent de sécurité remarque quelque chose de très inquiétant. Il s'appelle Richard Jewell, il a 33 ans et il travaille de nuit au Parc du Centenaire. En faisant sa ronde à proximité de la tour de son, il est interpellé par un groupe de jeunes assis sur un banc qui balance des canettes sur la tour. Ils sont clairement déchirés. Richard leur demande d'arrêter et de partir, mais les jeunes refusent, ils se moquent même de lui. Ils sont pas impressionnés par un agent de sécurité. Richard va alors chercher Tom Davis, c'est un agent du GBI. Le GBI, c'est comme le FBI, mais à l'échelle de l'État de Géorgie. Et Richard retourne voir le groupe de jeunes hommes avec l'agent Tom Davis, et effectivement, le titre de Tom Davis semble les impressionner, puisque les jeunes partent. Mais Richard remarque quelque chose de très bizarre sous un banc à proximité de l'endroit où se trouvait le groupe de jeunes. Il y a un sac militaire abandonné. Ça, c'est très inquiétant. Richard et Tom demandent aux personnes qui se trouvent à proximité du banc si ce sac leur appartient. Non, il n'est à personne. À minuit 57 précisément, Richard prévient par radio son supérieur Bob Haring pour lui signifier qu'il a trouvé un sac abandonné. Puis lui et Tom Davis contactent l'équipe de déminage. En attendant l'arrivée des démineurs, Richard et Tom créent un périmètre de 5 mètres autour du banc. Et même si à ce stade, on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans le sac, Richard veut suivre la procédure qu'il a apprise. En cas de doute, on protège les civils et on ne touche pas à l'objet abandonné. À 1h du matin, soit quelques minutes après la découverte du sac par Richard Jewell,
Un homme contacte le 911 et il dit à l'opérateur à l'autre bout du fil qu'il a déposé une bombe au parc du Centenaire et qu'elle est sur le point d'exploser. Au même moment, Richard se précipite à l'intérieur de la tour de son pour prévenir les 11 techniciens qui s'y trouvent qu'il y a un colis très suspect juste en bas et qu'ils doivent dégager le plus rapidement possible. En bas de la tour, l'équipe de déminage vient d'arriver. Un agent s'accroupit au niveau du banc, il regarde très délicatement à l'intérieur du sac et il constate ce qui ressemble effectivement à une grosse bombe artisanale. Entre-temps, d'autres agents de police et d'autres agents de sécurité se sont dirigés vers le banc et là, ils comprennent tout de suite ce qu'il y a, puisqu'ils voient la réaction du démineur. À partir de là, ils tentent de pousser tous les civils qui se trouvent à proximité du banc. Il y a énormément de monde. Ils leur crient de partir le plus loin possible, mais à 1h20, alors que l'endroit est blindé, la bombe explose. 111 personnes sont blessées, dont certaines très lourdement, et 2 personnes sont mortes. Alice Hawthorne, une mère de famille de 44 ans qui est morte après avoir reçu des éclats d'obus, et Melih Uzuniol, un caméraman turc qui n'est pas mort après avoir reçu des éclats d'obus, mais qui a fait une crise cardiaque en entendant l'explosion. Quelques minutes après l'attentat, les forces de l'ordre sont mobilisées, elles se rendent au parc du Centenaire et plusieurs organismes souhaitent récupérer le dossier. On a la TNT, le GBI, les forces de l'ordre classiques, mais c'est finalement le FBI qui est choisi pour enquêter. Le dossier est confié à 2 agents du contre-espionnage, Don Johnson et Diader Rosario. D'après les premiers éléments de l'enquête, la bombe utilisée est un engin antipersonnel artisanal de 20 kg, composé d'un tube rempli de poudre et entouré de clous et de boulons. Le but étant qu'en explosant, les clous touchent un maximum de personnes. Par chance, la bombe était tournée vers le ciel, c'est ce qui a permis d'atténuer sa portée. Cela dit, le nombre de victimes aurait été beaucoup plus élevé sans l'intervention de l'agent de sécurité Richard Jewell. S'il n'avait pas remarqué le sac, s'il n'avait pas suivi le protocole de sécurité, s'il n'avait pas fait évacuer la tour de son, le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Lorsque la nouvelle paraît dans la presse les heures qui suivent, les Américains sont horrifiés. Et pour bien nous resituer et comprendre l'ambiance, 1 an plus tôt, en avril 1995, il y a eu un attentat à Oklahoma City causant 168 morts et 680 blessés. Les 2 terroristes, Timothy McVeigh et Terry Nichols, avaient été appréhendés et incarcérés. Mais cet événement a marqué les Américains, d'autant que la Géorgie ne se situe qu'à 3 États de l'Oklahoma. Et 10 jours plus tôt, un Boeing 747 a explosé en plein vol au large de Long Island, causant la mort de 230 personnes. Certains pensent qu'il s'agit là aussi d'un attentat, mais l'enquête est toujours en cours à ce moment-là. Donc autant vous dire que le FBI est sous pression. Les médias de tout le pays ont commencé à affluer en direction de la Géorgie. Les Américains veulent des réponses rapides et l'arrestation du terroriste. Le problème, c'est que le FBI ne dispose d'aucune piste. Rien. On n'a pas retrouvé d'empreinte sur la bombe. Personne ne se souvient avoir vu quelqu'un déposer le sac sous le banc. Et à cette époque, il n'y a pas des caméras un peu partout comme c'est le cas aujourd'hui. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'il s'agit d'un homme, celui qui a appelé le 911 à 1h du matin pour les prévenir. Et l'appel a été passé depuis une cabine téléphonique qui se situe à quelques rues du parc du Centenaire. Les jours passent et les agents du FBI sont dans l'impasse. Il n'y a toujours aucune piste, pas de preuves. Personne n'a revendiqué cet attentat, mais les Américains veulent des réponses. Richard Jewell, quant à lui, est énormément sollicité pour des demandes d'interview de tous les journaux de la région et du pays. Tout le monde veut parler à cet homme qui a sauvé des vies. Richard accepte finalement de donner une interview au Today Show très tôt dans la matinée du 30 juillet. Les Américains sont fiers de lui. On le reconnaît dans la rue, on le salue, on le remercie. Richard Jewell est un héros. Tout de suite après son interview avec le Today Show, Richard retourne chez sa mère Barbara, chez qui il vit, et dans la matinée, 2 agents du FBI se rendent à son domicile. Il s'agit de Don Johnson et Diader Rosario. Et ils lui disent qu'ils aimeraient le faire participer à une vidéo de prévention à destination de Quantico. Waouh! Donc ils demandent à Richard de venir avec eux dans leur bureau du FBI. Richard s'y rend avec sa propre voiture. Il arrive là-bas, il est très content. Richard a toujours voulu être policier. Donc pour lui, cette expérience, c'est une aubaine. Mais une fois sur place, Richard comprend qu'il se passe quelque chose d'assez anormal. Il est filmé. Les agents du FBI lui posent tout un tas de questions à propos de l'attentat et on lui demande même de signer un formulaire de renonciation à ses droits. Ça, c'est chaud. Richard leur explique alors qu'il souhaite parler à son avocat pour savoir si toute cette procédure est conforme. Et le seul qu'il connaît, c'est un avocat en droit immobilier, Watson Bryant. Il l'a connu 10 ans plus tôt dans son ancien travail.
Richard tente de le joindre à plusieurs reprises et durant plusieurs heures, tandis qu'il se trouve dans les locaux du FBI, mais aucune réponse. Il laisse des messages à Watson, il lui dit que c'est très important, qu'il a besoin de ses conseils, pas de réponse. Finalement, Watson rappelle le siège du FBI et il leur dit qu'il veut parler à son client. Donc là, on lui passe Richard Jewell, qui est donc enfermé dans un bureau avec les 2 agents du FBI. Donc Richard lui dit, voilà, là je suis dans les bureaux du FBI, on commence à me poser des questions un petit peu étranges, je pense que j'ai besoin d'un avocat. Watson lui dit, écoute, à partir de maintenant, tu fermes ta grande bouche, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, il te soupçonne d'être le terroriste. Ensuite, Watson parle aux agents du FBI par téléphone et leur dit, maintenant, c'est soit vous inculpez mon client, soit vous le relâchez. Richard est relâché. La raison pour laquelle le FBI s'est soudainement intéressé à Richard Jewell durant leur enquête, c'est que le 27 juillet, donc une semaine après l'attentat, Ray Clear, qui est le recteur de l'université de Piémont et également l'ancien employeur de Richard, a contacté le FBI pour leur dire que Richard était un homme sur lequel il fallait enquêter. D'après le recteur, Richard est un homme louche qui est obsédé par l'idée d'appartenir aux forces de l'ordre. Le FBI a donc pensé que cette piste était intéressante et ça les a tellement convaincus que la veille au soir, ils ont envoyé l'un des collègues de Richard chez lui pour manger donc chez lui et sa mère avec un micro afin d'enregistrer toute la conversation qu'il aurait avec Richard. Le but, c'était d'obtenir des propos incriminants de la part de Richard, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Cela dit, ils ont pensé qu'en invitant Richard dans les locaux du FBI, il finirait par avouer. Toujours est-il que lorsque Richard quitte les locaux du FBI à 19h, il ne sait pas que son collègue l'a trahi la veille au soir. Et surtout, il n'est pas au courant que le journal local, l'Atlanta Constitution, a publié un article à charge qui va mettre le feu aux poudres. Dans cet article, les journalistes Katie Scruggs et Ron Martz révèlent que le FBI a un suspect sur lequel ils ont de forts soupçons, Richard Jewell. Katie a obtenu cette info exclusive par l'une de ses sources, et dans leur article, les 2 journalistes ont entre autres écrit que Richard est un mâle blanc frustré qui recherche la lumière. En arrivant devant chez sa mère, Richard est accueilli par des centaines de journalistes. L'article de l'Atlanta Constitution a fait le tour du pays en quelques heures à peine. L'information a été reprise par les principaux médias, le Washington Post, US Today, le Los Angeles Times. Les journalistes veulent lui poser des questions, ils veulent savoir s'il est effectivement suspecté d'être le poseur de bombes et surtout, ils veulent filmer sa réaction. Dans les images prises, on peut voir que Richard est très mal à l'aise, il leur affirme qu'il n'a absolument rien fait et il s'enferme chez sa mère. Le lendemain matin, l'appartement de Barbara est perquisitionné par le FBI. Les agents trouvent des armes appartenant à Richard, des presse-papiers en forme de grenade et un morceau de la clôture du parc centenaire que Richard a, d'après lui, conservé comme souvenir. Le FBI embarque également les Tupperware de Barbara, ses sous-vêtements ainsi que des cassettes Walt Disney, tout un tas de choses très utiles, surtout les petites culottes. Le 3 août, le FBI retourne au domicile des Jewell. Cette fois-ci, il récupère des cheveux de Richard, des empreintes de sa paume et des enregistrements vocaux dans lesquels Richard doit prononcer la phrase qui a été dite par l'homme qui a appelé le 911 le 19 juillet. Devant la maison des Jewell, il y a toujours autant de journalistes qui prennent des photos, qui filment. Dorénavant, Richard Jewell est le poseur de bombes, solitaire et frustré. Son passé est décortiqué par les journalistes et il est vrai qu'il y a certaines choses pas très nettes qui posent quand même question. Richard White est né en décembre 1962 à Danville, dans l'État de Géorgie. Il est le fils unique de Barbara White, une employée de bureau dans une compagnie d'assurance, et Robert Earl White, un employé de Chevrolet. Ses parents se séparent et divorcent quand il a 4 ans. Il reste vivre avec sa mère, qui rencontre peu après celui qui deviendra son 2e mari, John Jewell. Peu après le mariage, John adopte Richard et lui donne même son nom de famille, Jewell, puisque Robert Earl ne se soucie plus vraiment de Richard depuis belle lurette. La famille Jewell déménage à Atlanta lorsque Richard est âgé de 6 ans, et ce que l'on sait de sa jeunesse, c'est que c'était un garçon plutôt tranquille à l'école. Il était très apprécié de ses professeurs, qui voyaient en lui un garçon toujours prêt à aider son prochain quand il le voyait en difficulté. Après son bac, Richard s'inscrit dans une école technique spécialisée dans les automobiles dans le sud de la Géorgie, mais quelques jours après sa rentrée,
Son beau-père quitte sa mère. Et Richard retourne vivre avec Barbara pour la soutenir et l'aider financièrement. Il occupe quelques emplois alimentaires, mécanicien ou gérant d'une boutique de yaourt. Puis en 1984, à l'âge de 22 ans, il est embauché comme employé de fourniture à la Small Business Administration et c'est là qu'il rencontre l'avocat en droit immobilier Watson Bryant. Richard est très bien vu par ses collègues, par sa hiérarchie, il obtient même une promotion, mais à la fin de son contrat, il n'est pas reconduit. Et sur le plan sentimental, c'est également compliqué, on va dire. Il a fréquenté quelques femmes, il a même voulu en épouser certaines, mais ça n'a jamais marché. Et de toute façon, sa mère Barbara ne valide jamais aucune de ses petites amies, puisque elle trouve qu'elles ne sont pas assez bien pour lui. D'après elle, Richard est un garçon serviable, très gentil et extrêmement généreux. Et c'est vrai que Richard est très serviable. D'ailleurs, son rêve, c'est d'aider son prochain. Il veut devenir agent de police. À la fin des années 80, il passe le concours et il réussit brillamment ses examens. Il est embauché comme gardien de prison dans le comté d'Abersham en 1990, où il s'installe d'ailleurs, et en parallèle, il accepte un poste à temps partiel comme agent de sécurité dans un immeuble à DeKalb. Richard fait enfin partie des forces de l'ordre, de quoi rendre fière sa mère. Mais à partir de là, ça part en cacahuète. En mai 1990, plusieurs locataires de l'immeuble dans lequel il travaille comme agent de sécurité le contactent pour lui dire qu'il y a une bagarre dans le jacuzzi de l'immeuble. Richard s'y rend avec un calibre 9 mm et il menotte un jeune homme ivre qui se trouvait sur place. Il appelle la police, mais lorsque les agents arrivent, c'est Richard qui a arrêté, parce que il n'a pas le droit de procéder à des arrestations, il n'a pas le droit de menotter des gens comme ça. Et il est conduit au poste et il plaide coupable. Cela dit, il explique qu'il n'a rien fait de mal, il dit qu'il a voulu faire régner l'ordre dans l'immeuble et que cette méthode a toujours fonctionné jusqu'à présent, mais il s'agit là d'une usurpation d'identité. Il n'est pas policier, il est agent de sécurité. Des dizaines de locataires de l'immeuble envoient des lettres de soutien au tribunal pour que Richard soit relâché. Finalement, il n'est pas condamné, mais il est contraint à passer un test psychologique pour s'assurer qu'il a toute sa tête, histoire de voir s'il peut garder ou non son poste de gardien de prison. D'après les résultats, tout va bien. Il est même promu shérif adjoint quelques mois plus tard. Mais début 1995, il part de nouveau en cacahuète. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en pourchassant une voiture sur la route, Richard a eu un accident avec sa voiture de fonction. Et là, le shérif n'a pas été content du tout, donc il lui a demandé des explications. Et Richard lui a dit qu'il pourchassait une voiture qu'il estimait suspecte. Le shérif n'a pas été content, forcément, parce que ça engendre des frais. Et il n'a pas cru en cette version. Lui a pensé que Richard avait fait de l'excès de zèle. Donc il l'a rétrogradé. Et là, Richard s'est senti particulièrement humilié, puisque son but en intégrant les forces de l'ordre, c'était d'aider son prochain. En avril 1995, il démissionne et dans la foulée, il trouve un poste d'agent de sécurité à l'université Piémont à Demorey. Mais là encore, Richard part en cacahuète. Plusieurs étudiants se plaignent auprès de la direction puisqu'ils considèrent que Richard en fait beaucoup trop. Il contrôle des étudiants dans leur chambre pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'alcool ou de drogue. Il contrôle même des automobilistes sur la route pour vérifier qu'ils ne sont pas ivres au volant alors qu'il est agent de sécurité. Et le recteur, Ray Clear, est particulièrement irrité parce que ça donne une mauvaise image de son université. Donc il pose un ultimatum à Richard, c'est soit je te vire, soit tu démissionnes. Richard démissionne en mai 1996. Il quitte sa maison d'Abersham et il retourne vivre chez sa mère Barbara à Atlanta, qui vient tout juste de se faire opérer du pied. Et en juillet, il est embauché comme agent de sécurité pour les Jeux Olympiques. Il travaille à partir de 17h30 par tranche de 12 heures, de longues heures durant lesquelles il se rapproche des agents de police qui travaillent également au Parc du Centenaire, puisque son objectif, c'est de se créer un réseau, on va dire, pour pouvoir intégrer le département de police d'Atlanta. Ce qui semble assez compromis compte tenu de ses antécédents. Est-ce que Richard aurait pu déposer cette bombe afin de sauver des gens pour ensuite intégrer le département de police d'Atlanta? C'est en tout cas l'opinion des journalistes qui ont décortiqué sa vie dans les moindres détails. Richard Jewell, le pompier pyromane. C'est une théorie qui se tient, surtout que certains journaux ont révélé qu'on a retrouvé un morceau de la bombe à son domicile. Là, on fait référence au morceau de clôture qui a été retrouvé par les agents du FBI lors de la perquisition. Richard avait expliqué qu'il avait conservé ce petit morceau pour garder un souvenir de cet événement. C'est très bizarre. Cela dit, d'autres journalistes notent quand même des incohérences dans cette théorie.
Tout d'abord, l'appel passait à 1h du matin. Vous vous souvenez qu'un homme a appelé le 911 à 1h du matin pour les prévenir qu'une bombe était sur le point d'exploser. Or, à 1h du matin, Richard était en train d'évacuer les techniciens de la tour de son. Donc, comment aurait-il pu être à 2 endroits en même temps? Et puis, l'homme qui a appelé le 911 n'avait pas d'accent. Richard a un fort accent du Sud. L'explication pour les agents du FBI, eh bien, c'est que Richard avait un complice, son ami Chris Simons. Richard aurait déposé la bombe et fait mine de protéger les civils, tandis que Chris appelait le 911. D'après les agents du FBI, Richard et Chris entretenaient une relation sentimentale. Mais même si on suit ce raisonnement, il y a quand même un problème. C'est que Richard se trouvait à proximité de la bombe quand elle a explosé. Il aurait pu mourir. Malgré ça, le harcèlement des journalistes continue, à tel point que Richard ne sort plus de chez lui. Tous les jours, les journaux publient un nouvel article qui parle de lui. On le décrit avec des termes peu élogieux, on parle de son physique, de sa carrière, de son caractère. Bref, Richard devient progressivement l'homme le plus détesté d'Amérique. Depuis l'article de l'Atlanta Constitution, le numéro de téléphone de sa mère a été publié sur Internet. Ils reçoivent plus de 1000 appels par jour. Des insultes, des menaces, mais toujours aucune arrestation du FBI. Comme je vous l'ai dit, Richard a déjà un avocat, Watson Bryant. Mais Watson Bryant est spécialisé dans le droit immobilier. Il y a des choses qu'il ne comprend pas très bien dans cette procédure, donc il fait appel à l'un de ses confrères spécialisés dans le droit criminel, Jack Martin. Martin et Bryant décident de faire passer à Richard volontairement le test du polygraphe par un ancien agent du FBI, même si à ce stade il n'est toujours pas inculpé. Richard est interrogé pendant 15 heures sur 2 jours au début du mois d'août. Et le 21 août, les résultats sont publiés, ils indiquent qu'il a réussi les tests. Alors petite précision, aujourd'hui on le sait avec certitude, le test du polygraphe n'est absolument pas fiable. Cela dit, dans les années 90, puisque ça se passe dans les années 90, ça pouvait malgré tout servir au cours d'une enquête. De son côté, Barbara Jewell est détruite par toute cette affaire. Elle ne croit pas en la culpabilité de son fils, elle le soutient depuis le départ, et devant l'acharnement des journalistes, elle part en campagne pour le défendre. Le 27 août, elle donne une conférence de presse durant laquelle elle interpelle le président Bill Clinton afin qu'il fasse une déclaration publique pour innocenter son fils. Mais à ce moment-là, Billy est très certainement occupé avec Monica ou avec quelqu'un d'autre et il ne veut pas se mouiller. Il préfère attendre les conclusions du FBI avant de faire une déclaration. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où Barbara Jewell prend la parole, les journalistes revoient leur narratif. C'est vrai que le FBI a ouvert une enquête visant Richard. C'est vrai que leur domicile à lui et sa mère ont été perquisitionnés. C'est vrai que Richard est un curieux personnage, mais avec du recul, on se rend compte que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui le relie à cet attentat. Et finalement, la seule chose que l'on a pour le moment, c'est l'article de l'Atlanta Constitution qui avait dépeint Richard Jewell comme un mâle blanc, frustré et déséquilibré. Et pourtant, le 3 septembre, le FBI interpelle Dave Duchess. C'est un ami de longue date de Richard. Les agents le soupçonnent d'être son complice, celui qui aurait appelé le 911. Dave est longuement interrogé et il nie être impliqué dans cet attentat. Et il parle de son ami en des termes élogieux. Il explique que Richard n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Cela dit, il admet que lorsqu'il était plus jeune, lui et l'un de ses amis avaient l'habitude de jeter des bombes artisanales dans des trous de marmotte. Mais il précise qu'à cette époque, il ne connaissait pas Richard et qu'il n'a jamais vu Richard fabriquer des bombes artisanales et les jeter dans des trous de marmotte. Pour le FBI, cette information permet de prolonger l'enquête sur Richard Jewell. Lui, de son côté, ne travaille plus, puisque plus personne ne veut l'embaucher. Il ne sort quasiment plus de chez lui, et les rares fois où il sort pour rendre visite à des amis, plusieurs véhicules du FBI l'escortent pour lui faire comprendre qu'ils sont là, aux aguets, tout comme les journalistes qui continuent de glaner devant chez lui, qui le suivent, le prennent en photo. Increvable. Le 22 septembre, Barbara accepte de donner une interview à l'émission 60 minutes. Et là, elle revient sur tout ce que son fils et elle subissent depuis 2 mois. La perquisition, le harcèlement de la part des journalistes, les appels anonymes, les accusations du FBI qui n'aboutissent à aucune arrestation. Et pourtant, a priori, il n'y a aucune preuve de l'implication de Richard dans cet attentat. Il aurait été arrêté sinon. L'intervention de Barbara semble avoir fonctionné
puisque le procureur en charge du dossier, Kent Alexander, demande au FBI de reprendre l'enquête depuis le départ. Et si finalement, le FBI avait fait fausse route en enquêtant sur l'agent de sécurité ? Le 6 octobre, Richard Jewell se rend dans les locaux du FBI avec l'un de ses avocats. Il y reste plus de 6 heures pour répondre aux questions des agents. Et c'est cette audition qui devra déterminer si oui ou non l'enquête qui le vise est maintenue. Les jours passent et le 26 octobre, le procureur remet un document aux avocats de Richard. Il est dorénavant écarté de la liste des suspects. L'information est confirmée à la presse dans la foulée. Le même jour, le FBI retourne au domicile de la famille Jewell pour rendre à Barbara ses Tupperware, ses cassettes vidéo Disney et ses culottes. On peut quand même souligner que pour les darons, les Tupperware, c'est la vie. Donc voilà. 2 jours plus tard, Richard donne une conférence de presse aux côtés de sa mère dans un hôtel d'Atlanta. Je vais vous lire un court extrait. « C'est la première fois que je vous demande de tourner vos caméras vers moi. Vous connaissez mon nom, mais vous ne savez pas vraiment qui je suis. Mon nom est Richard Jewell. Je ne suis pas le terroriste du parc olympique. Je suis un homme qui, du 30 juillet au 26 octobre, a vécu chaque minute éveillée de ces 88 jours avec la peur d'être accusé et arrêté pour un crime horrible. Un crime que je n'ai pas commis. Dans leur folle ruée pour satisfaire leurs propres desseins, le FBI et les médias nous ont presque détruits, ma mère et moi. Je remercie Dieu que ce soit désormais fini et que vous sachiez désormais ce que je sais depuis le début. Je suis innocent. » La petite anecdote assez rigolote, on va dire, c'est qu'en novembre, donc quelques semaines après, Bill Clinton s'est rendu en Australie et sur place, on l'a interrogé à propos d'une histoire d'oseille, on va dire un peu salace entre lui et l'Indonésie. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives, il ne devait pas être accusé à tort, comme l'avait été Richard Jewell avant lui. Non mais, franchement, Richard a été très agacé par la remarque du président puisque, souvenez-vous qu'en août, il avait refusé de faire une déclaration publique pour l'innocenter parce qu'il était certainement occupé avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, le cauchemar de Richard ne s'arrête pas. Il est toujours autant harcelé dans la rue par les journalistes et il y a même des gens qui l'insultent et qui le menacent dans la rue parce qu'ils le croient malgré tout coupable. En janvier 1997, il donne une interview au Larry King Live pour dire que dorénavant, sa réputation est foutue. Quoi que dise le FBI, on le verra toujours comme le potentiel poseur de bombes. D'une manière ou d'une autre, il sera toujours associé à cet événement. Non pas comme le héros qui a sauvé des vies, mais comme l'homme qui a été suspecté d'avoir ôté des vies. Et ma vidéo ne peut que lui donner raison. En février 1997, Vanity Fair publie un très long et très bon article écrit par Mary Brenner. Elle revient sur toute cette affaire et surtout, elle corrige de nombreuses fausses informations véhiculées par les médias après l'attentat. Richard n'a jamais été un solitaire, bien au contraire. Il avait des amis, des fiancés, des activités. Il n'était absolument pas coupé du monde et renfermé comme on a pu le décrire. Concernant ses postes d'agent de sécurité ou adjoint du shérif, s'il a été rétrogradé ou poussé à la démission, c'est parce qu'il faisait effectivement de l'excès de zèle. C'est un homme qui suit les règles sans dévier. Il est carré sur le plan professionnel. Donc si quelque chose n'est pas conforme, il le signale ou il intervient. C'est d'ailleurs ce trait de caractère qui a sauvé la vie à de nombreuses personnes lors de l'attentat du parc du Centenaire. Et effectivement, d'après l'entourage de Richard, c'est un homme assez carré, très professionnel, mais c'est également quelqu'un de généreux. Il aime son prochain. Quand il a été innocenté publiquement par le procureur, il a tenté d'intégrer un département de police, donc il a postulé dans différents commissariats en Géorgie, et à chaque fois il a été confronté à des refus à cause de son embonpoint. Donc après ça, il a occupé quelques postes alimentaires, et en novembre 1997, il réalise son rêve. Il est recruté en tant qu'officier de police à Luthersville. C'est une petite ville de 800 habitants située à 60 km d'Atlanta. Et après son embauche, de nombreux Américains à travers le pays ont envoyé des courriers à ce commissariat pour les féliciter d'avoir embauché Richard Jewell. Malgré tout, il y a encore des gens qui doutent de son innocence. Après tout, si le FBI a enquêté sur lui, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le 5 mai 1998, coup de théâtre. L'identité de l'homme qui a déposé la bombe dans le parc du Centenaire
vient enfin d'être découverte. Il s'agit d'Eric Rudolph, un terroriste suprémaciste recherché pour une série de 4 attentats dans le sud des États-Unis. Richard était donc bel et bien innocent. La même année, Richard épouse Dana, une assistante sociale qu'il a rencontrée quelques mois plus tôt dans le cadre de ses fonctions. Dana devait contrôler des enfants dans une maison où il y avait potentiellement des trafiquants de drogue. Elle a demandé la présence d'agents de police et Richard était l'un d'eux. Après leur mariage, le couple s'installe dans une ferme dans le sud d'Atlanta et même si tout se passe très bien entre eux, Richard se confie parfois à Dana. Il lui parle de son mal-être. Il a très mal vécu les accusations qui ont pesé sur lui et surtout, il vit très mal le fait de ne pas avoir pu faire plus durant l'attentat. Il aurait aimé pouvoir sauver Alyssa Hawthorne, la mère de famille qui est morte. Il aurait voulu être plus rapide pour que moins de gens soient blessés. Et surtout, il aimerait que le responsable soit appréhendé. Eh bien, le 31 mai 2003, la nouvelle tombe. Eric Rudolph vient enfin d'être arrêté après plusieurs années de cavale en Caroline du Nord. Il plaide coupable pour les 4 attentats commis dans le sud du pays et il est condamné à 4 peines consécutives à vie. Le deal était le suivant, il n'y avait pas de procès et pas de condamnation à mort s'il reconnaissait les faits. D'après Eric Rudolph, ces attentats visaient à punir le gouvernement pour avoir accéléré la déliquescence de la culture chrétienne américaine par le biais de l'avortement par exemple. Cette arrestation signe donc la fin de cette affaire. À présent, on va parler de Money. En 1996, quand le procureur avait officiellement annoncé que Richard ne faisait plus partie de la liste des suspects, lui et ses avocats avaient lancé des poursuites judiciaires contre les médias qui l'avaient lourdement diffamé, calomnié, insulté. Il y avait l'Atlanta Constitution, le média par qui tout a commencé, mais il y avait également la NBC, la CNN entre autres, et l'université Piémont, par le biais du recteur Ray Clear. Vous vous souvenez que c'est lui qui avait contacté le FBI pour dire que Richard était un gars chelou qui recherchait la lumière et qu'il fallait enquêter sur cet homme. Quoi qu'il en soit, un accord a été passé entre l'université, ses médias et Richard et il a touché une très grosse somme d'argent dont on ne connaît pas le montant exact, mais d'après certaines estimations, il aurait touché environ 2 millions de dollars. Cela dit, le seul média à ne pas l'avoir indemnisé, c'est l'Atlanta Constitution. La Cour a considéré que les articles relayés par ce journal relataient des faits substantiellement vrais au moment de leur parution. Ouais. Quoi qu'il en soit, Richard a toujours tenu à souligner un point fondamental à ses yeux, c'est que ces dommages et intérêts ne lui ont pas permis de devenir riche, c'était pas le but recherché. Une partie de l'argent a servi à payer une maison à sa mère, une autre partie a été reversée à ses avocats, une autre partie encore a été reversée aux impôts. Et ça, il l'a toujours dit. Il a dit, moi, je voulais pas devenir riche en portant plainte contre eux, je voulais simplement que mon nom soit lavé. C'était sa seule ambition. Bref, à partir de là, Richard considère que dorénavant, cette mésaventure est derrière lui. Il a enfin été lavé de tout soupçon. Et effectivement, quand il se promène dans la rue avec son épouse, c'est pas rare que des gens viennent le voir pour lui demander un autographe, pour prendre une photo avec lui. Il est même convié pour les 10 ans de l'anniversaire de l'attentat du parc Centenaire. Donc tout va bien dans sa vie. Malheureusement, au fil des mois, sa santé se dégrade fortement. On lui diagnostique un problème au niveau des reins, ce qui le contraint à être sous dialyse. Et en février 2007, on lui diagnostique un diabète. Il est même amputé de plusieurs orteils, ce qui signe la fin définitive de sa carrière dans la police. Forcément. Quelques mois plus tard, soit le 29 août 2007, Richard Jewell est retrouvé mort à son domicile par son épouse Dana. L'autopsie indique qu'il a succombé à un infarctus lié à son diabète. Il était âgé de 44 ans. Et c'est seulement en 2019 que cette affaire est portée sur grand écran. Clint Eastwood réalise le film Le cas Richard Jewell, que j'ai beaucoup aimé. On retrouve la grandiose Katie Bates dans le rôle de Barbara Jewell et Paul Walter Hauser dans celui de Richard. C'est un film que je vous recommande fortement puisqu'il est très bien réalisé et il tente de raconter l'histoire de façon factuelle. Et j'ai lu quelque part que Clint Eastwood s'est fortement inspiré de l'article écrit dans le Vanity Fair en 1997 pour réaliser son film. C'est pour vous dire à quel point cet article est extrêmement bien écrit. Moi, je vous conseille de le lire si vous avez envie de le faire parce que c'est à mon sens du grand journalisme. Le film a été très bien accueilli par la critique, mais il y a eu une petite polémique autour du personnage de Katie Scruggs. Bon, je vais très rapidement vous dire de quoi il est question. Alors, dans le film de Clint Eastwood, Katie Scruggs, qui est jouée par Olivia Wilde et qui est donc la journaliste qui travaillait à l'Atlanta
Constitutions, qui avait écrit le premier article qui a ensuite mis le feu aux poudres. Et bien dans le film, il est expliqué qu'elle a fricoté avec l'un des agents du FBI qui enquêtait donc sur cet attentat. Elle a donné de sa personne pour obtenir des petites informations. Et c'est comme ça qu'elle a su que le FBI enquêtait sur Richard Jewell. Donc ensuite, elle a fait son article. Et ça n'a pas plu du tout à l'entourage de Katie Scruggs, qui est décédée en septembre 2001 à l'âge de 43 ans d'une overdose de quelque chose, voilà, d'après certaines sources, c'est une overdose de médicaments légaux, d'après d'autres sources, c'est une overdose de choses pas très légales. Donc, bon, sur ce point-là, on n'a pas de certitude, mais d'après son entourage et ses anciens collègues, c'était pas le cas. Elle ne donnait pas de sa personne pour obtenir des informations, elle était simplement très douée, elle savait amadouer les gens pour pouvoir obtenir des infos, et c'est comme ça ensuite qu'elle les mettait dans ses articles. Et ils ont d'ailleurs dit qu'après l'affaire Richard Jewell, elle est tombée en dépression à cause des retombées, parce que forcément tout le scandale est parti de son article qui contenait des informations factuellement fausses, même si la cour a dit le contraire, c'est factuellement faux ce qui est dit dedans. Et du coup, elle a été d'une certaine façon discréditée, elle s'est mise en arrêt de travail, dépression, médicaments, overdose. Donc ils sont pas contents. Barbara Jewell, quant à elle, est toujours vivante. Je ne l'ai pas trouvée dans les rubriques nécrologiques, mais c'est surtout qu'en 2019, elle a rencontré l'équipe de tournage de Clint Eastwood. Elle a également rencontré Kathy Bates, qui joue son rôle dans le film. Et elle semble très satisfaite du film. Il est fidèle à ce que son fils et elle ont vécu en 1996. Le père biologique de Richard est mort en 1993, donc quelques années avant cette affaire. Et Watson Bryant, l'avocat spécialisé en droit immobilier, donc l'ami de Richard, est lui aussi toujours vivant. Dana Jewell, la veuve de Richard, est elle aussi toujours vivante. Elle est intervenue quelques fois à la télé pour parler de son époux et pour dire à quel point c'était un homme généreux et qui voulait vraiment aider son prochain. Voilà donc l'histoire de Richard Jewell, ce héros devenu malgré lui terroriste. Un homme qui rêvait d'aider son prochain et qui, une nuit d'été 1996, a réalisé son rêve, mais l'a ensuite payé au prix fort. How did it happen? You were a hero, and then you were a villain. And it happened like that. And what started the fiasco? The headline of the Atlanta Journal-Constitution that afternoon, Which pretty said? much started the whirlwind. FBI suspects Hero Guard may have planted bomb. You were, in fact, a hero. Well, thank you. You realized what was going down. Well, I did my job that night. That's correct. And undoubtedly saved a lot of lives in doing it. well, thank you, sir. Not many people say that. Most people say you're the ex-suspect. Still. Yes, sir. Still. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis très contente. Et je vais vous dire quelque chose que je vous ai souvent dit, la presse, je ne peux pas me dire cave la presse. Bon, pas toute la presse, pas tous les journalistes, mais faut quand même avouer que, bon, déjà, la presse américaine, elle est quand même assez spéciale, je trouve. Et j'ai l'impression qu'on est progressivement en train d'importer ça en France. Et personnellement, ça m'angoisse parce que ça peut ensuite donner lieu à beaucoup de choses comme celle-ci, des vies détruites. Je vous avoue que Richard, il m'a fait de la peine, miskin. Mais vraiment, j'avais trop pitié de lui. Je me disais, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et même sa mère, elle m'a fait pitié avec ses Tupperware. J'avais l'impression d'entendre ma tante, oublie pas de me rendre mes Tupperware, s'il te plaît. C'était trop peinant. Et puis ses petites culottes. Franchement, cette histoire, elle était trop intéressante. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que finalement, le salut est venu de ceux qui ont d'abord mis le feu. C'est-à-dire que ce sont les médias qui ont ensuite permis à la situation d'être renversée, alors que c'est eux au départ qui avaient mis le feu à la grange. C'est genre pour moi les pompiers pyromanes. Parce qu'au départ, ils le condamnent et ensuite, quand la mère de Richard pleure à la télé, finalement, ils sont émus. Et là, tout de suite, ils changent le narratif. Enfin, j'ai trouvé cette partie qui était très, très intéressante. Et je pense vraiment que si, mettons, le FBI avait progressivement arrêté d'enquêter sur lui sans l'innocenter publiquement, je suis persuadée que Richard se serait pris une balle d'un dégénéré
qui aurait voulu obtenir justice. Vous savez, ce genre de dégénérés, bon, il y en a dans la vie réelle comme sur Internet, hein, ceux qui sont là, qui veulent obtenir justice et qui harcèlent des gens, qui insultent des gens. En fait, ouais, les dégénérés dans ce style-là sont capables de tout. Et je me dis que le gars, s'il n'avait pas été innocenté publiquement, en fait, ouais, il serait fait exécuter, le pauvre. Après, je vous le répète encore une fois, mais le film de Clint Eastwood, il est vraiment trop bien. Bon, généralement, Clint Eastwood, il réalise, je trouve, de bons films. En tout cas, sur la partie esthétique, il a vraiment l'œil esthétique Clint Eastwood, donc c'est super agréable de regarder ses films. Mais celui-ci, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et après, je suis peut-être pas objective, parce que comme Katie Bates, c'est ma chouchou, pour moi, quel que soit le film dans lequel elle jouera, même si c'est éclaté, en fait, je trouverais que sa prestation est incroyable. C'est un peu comme pour Viola Davis. Viola Davis, pour moi, c'est l'une des meilleures actrices de sa génération, si ce n'est la meilleure. D'ailleurs, elle a eu 3 récompenses, genre elle a raflé le tout, cinéma, télé, théâtre, pour vous dire à quel point c'est une bête d'actrice. Et même si genre le film il va être nul, s'il y a Viola Davis dedans, pour moi je vais être là en mode ouais, il est trop bien le film. Mais non, pour de vrai, franchement, il est bien le film de Clint Eastwood. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas regardé. Puis si vous n'avez pas envie de le regarder, ne le regardez pas, c'est pas très grave. Sinon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est quand même assez tard. Mettez-moi en barre des commentaires tout ce que vous avez pensé de cette affaire. J'ai trop hâte de voir vos commentaires sur cette affaire. Pour moi, c'est un plaisir en fait de voir vos interventions, surtout quand vous êtes content du sujet que je vous propose, c'est un réel plaisir. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et puis, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.